Merci d'être venu. Nous sommes ravis avec les co-auteurs de l'article La méthode simple pour les situations complexes. Nous sommes heureux de vous recevoir et de vous présenter notre travail. Merci au Musée des Moulages et d'Horizon de nous recevoir à nouveau. Merci beaucoup Michel Foudria d'avoir accepté d'intervenir. Michel Foudria est spécialiste de la co-construction. Donc avant toute chose, on va parler de la méthode simple. Alors, la méthode simple, ce n'est pas une procédure technique, ce n'est pas un nouvel outil managérial, ce n'est pas un process qui va s'imposer et compliquer les choses. Non. La méthode simple, c'est simplement une méthode construite pas à pas, à partir du terrain, par les acteurs de terrain, confrontés à des situations difficiles comme on va le revoir. La méthode simple, c'est avant tout la mise en valeur du facteur humain, la mise en valeur de l'importance de la coordination, la collaboration, de l'interaction entre les professionnels. Tout cela pour favoriser l'efficacité des organisations. Alors pourquoi le facteur humain est-il si important dans les situations complexes? Comme on va le voir au travers d'exemples, quand la situation devient complexe, les procédures qui préexistaient, standardisées, ne fonctionnent plus. Et donc, il faut en créer des nouvelles. Et dans ces procédures nouvelles, c'est l'humain qui est un facteur essentiel. Alors, bien sûr, c'est rassurant d'avoir des algorithmes, des procédures préétablies, et l'humain, dans une certaine mesure, peut paraître moins fiable que les outils. Cependant, il est intéressant de constater que dans les contextes où la fiabilité doit être la plus importante, comme dans le contexte de l'aéronautique, il a été observé que quand la situation devient complexe, c'est là où l'humain prend une place prédominante et essentielle. Alors, il y a un livre que beaucoup connaissent, le livre Les décisions absurdes de Tristan Morel. Dans ce livre, qui est très intéressant, il évoque des chercheurs en sociologie des organisations qui ont observé des organisations à haute fiabilité. Et en particulier dans le contexte du trafic aérien. Et ils ont fait une observation particulièrement intéressante à l'aéroport de San Francisco, avec un contexte particulier de changement de fonctionnement entre le moment où changement de direction du vent et augmentation du trafic. On passe d'une situation de base où on applique les procédures préétablies, et quand il faut retravailler les orientations de tous les vols sur 10 aéroports et bases aériennes, c'est l'humain qui prend le dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une transformation de l'organisation. On passe d'un mode hiérarchique, traditionnel, pyramidal et cloisonné, où chacun effectue sa tâche qui est préétablie. Donc on passe donc à une organisation beaucoup plus communautaire et collégiale, où chaque contrôleur se rassemble en petits groupes autour de radars, et chacun, tous ensemble, mettre en place les moyens pour gérer le trafic de façon optimale, avec un effacement de la hiérarchie pendant la gestion de cette situation difficile. Et tout cela montre que les situations, quand elles deviennent complexes, elles nécessitent la place du facteur humain qui devient prédominant. Donc la méthode simple, c'est donc une méthode qui repose sur l'humain, comme nous allons le voir dans les exposés. Pour les auteurs de l'article de la méthode simple, c'est aussi une belle aventure humaine, en lien avec toute l'équipe de la passe. Et c'est aussi une histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Donc, ce qui est important, il nous semble, de défendre, c'est que c'est cette place très importante de l'humain, et que quand on a la possibilité de donner la pleine mesure de ses capacités en confiance, on obtient un engagement, une motivation, de la créativité, de l'innovation. On partage le plaisir d'apprendre ensemble et de co-construire, et on est dans la dynamique de l'énergie collective que nous voudrions partager avec vous ce soir. Alors pour qui était là au Musée des Moulages le 18 juin
Désolé, nous ne referons pas l'épisode des t-shirts, mais pour ceux qui n'étaient pas là, voilà les co-auteurs de l'article qui présentaient ce jour-là la méthode qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie collective? J'ai voulu représenter ça par la séance de relecture de l'article qu'on a effectué le 16 décembre dernier. Toute l'équipe de la PAS s'est mobilisée, y compris l'étudiant en médecine qui venait d'arriver, c'était son premier jour, et tout le monde s'est mobilisé autour de ce travail. On a commencé avant l'heure du déjeuner, puis finalement, l'heure est passée, on a tous travaillé, et on était à 14h encore en train de travailler cet article ensemble avec cette dynamique collective. Alors, à Saint-Louis, ce qui est particulier, c'est qu'on est un hôpital de haute technologie, avec une tradition d'hospitalité ancestrale, et un hôpital de proximité dans une zone où la précarité est importante. Alors, à la base de l'hôpital Saint-Louis, on rencontre à la fois des situations médicales complexes, des pathologies lourdes, en particulier d'hématologie, de cancérologie, avec des publics en situation de précarité, avec un cumul de vulnérabilité. Et donc, on se retrouve avec des situations qui interrogent l'approche médico-technique exclusive et avec la nécessité d'une approche beaucoup plus globale. Alors, un cas qui a été emblématique en 2006, à vrai dire, c'est un cas qu'on pourrait encore avoir aujourd'hui. On a d'ailleurs un cas similaire. C'est une patiente de 42 ans, camerounaise, qui avait déjà eu des lignes de chimiothérapie pour un cancer du sein. Le cancer était très évolué, métastatique, multimétastatique, des marqueurs de mauvais pronostic. Et on attendait l'obtention de l'aide médicale État pour lancer une chimiothérapie. La cancérologue nous l'a envoyée pour prescription de Xeloda, une molécule de chimiothérapie orale qui coûte environ 700 € par mois. Donc, je me suis posé la question, dans cette situation particulière, quel bénéfice pouvait-on attendre de cette chimiothérapie? Chimiothérapie qui par ailleurs a des effets secondaires, et finalement comment déterminer quel est le juste soin? Celui qui avait prescrit la cancérologue, ou fallait-il penser les choses autrement? Alors j'ai interrogé la patiente, que savait-elle, que souhaitait-elle? Elle souhaitait guérir et retourner voir ses enfants. Donc ce qui était clair, étant donné l'évolution de la maladie, c'est que ce n'était pas possible. J'ai interrogé la cancérologue, elle m'a dit « Je sais que ce traitement ne sera pas utile, mais on ne peut pas ne rien prescrire. » Alors là, je me suis posé beaucoup de questions. Voilà. Dans ce cas-là, quel est l'intérêt supérieur de la personne? Finalement, qui a les légitimités pour prendre les décisions? Et finalement, quel cadre d'analyse faut-il utiliser? Médical seul, c'est pas suffisant. Social, financier, juridique, alors peut-être éthique. Donc je me suis rapprochée de l'espace éthique de la PHP, qui m'ont donné à lire la référence, les principes fondamentaux de l'éthique. Et c'est là que je me suis dit, ces principes ne sont pas réellement opérants, que ce soit l'autonomie chez des patients qui n'ont pas d'hébergement, parfois ne parlent pas la langue, n'ont pas de capacité financière suffisante. Et puis cette question de la bienfaisance et de la non-malfaisance, avec dans une situation comme celle-là, où bien sûr il y a une indication théorique à un traitement, mais finalement est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui va au contraire desservir la patiente? Puis cette question de la justice, est-ce qu'on est dans des cas égaux entre finalement quelqu'un qui est à la rue et quelqu'un qui est hébergé normalement? Alors à ce stade, d'emblée, je pense important de préciser qu'on est dans des situations de patients migrants, mais la réflexion, elle est pour tout un chacun. Finalement, la situation de migration et de telle situation, ce sont des situations de cumul de vulnérabilité, ce ne sont pas des problématiques spécifiques liées à la migration. Alors pour avancer dans la réflexion, on a mis en place un groupe de réflexion à partir de 2007, où certains d'entre vous étaient déjà présents avec sociologues, anthropologues, avocates, il y avait la présence des médecins, la direction des finances. L'idée c'était toujours comment allier la qualité, la pertinence, l'équité, l'efficience et la durabilité. Alors les principaux enseignements de ce groupe qui a duré sur 2 ans environ, c'était d'une part qu'il y a de nombreux déterminants extra-médicaux qui pourtant impactent le soin et la décision médicale, et tout de suite aussi a émergé cet écartèlement entre des exigences contraires, d'une part
les valeurs du soin, et d'autre part, les contraintes socio-économiques. Et donc, on est tiraillé entre ces deux pôles, avec aussi ce poids de la décision individuelle et finalement ce besoin qui a émergé de concertation pour confronter les points de vue et aussi pour alléger la charge mentale. Et donc, la nécessité d'une approche pluriprofessionnelle. Je vais passer rapidement. On a travaillé avec un financement de la Ligue nationale contre le cancer, avec une anthropologue qui faisait partie du groupe, qui était spécialiste de la concertation, pour élaborer un outil de décision multidimensionnelle. Je ne vais pas en dire plus, mais ça c'était dans les années 2011-2014. L'idée, c'est d'essayer de mettre en place une procédure qui serait juste pour essayer d'aller vers une décision la plus juste possible. Alors c'est pas facile, ça c'était l'illustration de l'article dont je vais parler après en 2018 dans la RHF. L'idée est de travailler ensemble pour apporter au moindre coût le meilleur soin possible à tous. Oui, c'est en effet particulièrement difficile. Donc nous avons mis en place des réunions de concertation médico-sociale et éthique en 2009-2010 et l'idée c'est on identifie une situation complexe, on nous sollicite, donc soit au début la PAS sollicitait, soit les services sollicitent, par mail par exemple comme ici, et on se réunit au plus vite. On se réunit à la PAS, et parfois, donc quand c'est en situation de cancérologie, après une RCP de cancérologie. La collégialité élargie repose sur un médecin spécialiste, un médecin de la PAS, un représentant du service social des services, un représentant du service social à la PAS, et puis des personnes qui peuvent être utiles pour alimenter la réflexion, en particulier de l'administration, mais ça peut être également des représentants de culte ou des membres d'associations comme le SAMU social. On a ensuite continué sur des réunions thématiques avec des sociologues, la directrice des finances, j'ai suivi un master d'éthique. On a continué en 2014-2015 sur des réunions d'échanges à partir de situations cliniques, des conférences débats en 2013 et 2015 avec toujours cette thématique, comment concilier les valeurs hospitalières et les contraintes économiques. Et puis en lien avec le collectif national des PAS, nous avons organisé des colloques, des groupes de lecture, de réflexion, des commissions éthiques organisées par Denis sur toutes ces questions. Et puis aussi des réflexions sur la place de l'humain dans le soin au ministère des Solidarités et de la Santé, puis ici, et puis publié le livre Soigner l'humain. On a élargi la réflexion en s'associant avec l'association des directeurs d'hôpital, toujours sur la même thématique au ministère de la Santé. Et puis, plus récemment, à partir de 2017, on a organisé ici à Saint-Louis des ateliers collaboratifs éthiques et des cafés passes où se rejoignent des professionnels différents et puis surtout dans une dimension d'horizontalité avec quasiment à chaque fois, on avait la présence de F. Barrier, la directrice du groupe hospitalier. Alors au final, la coopération pluriprofessionnelle, c'est ce qui permet, à notre sens, de réduire cette faille entre les valeurs hospitalières et les contraintes économiques et budgétaires. C'est bénéfique pour les patients, car ça permet un traitement personnalisé. C'est bénéfique pour les professionnels, car ça permet une réduction de la charge de travail et de la charge mentale. C'est une ressource pour les autres professionnels de l'hôpital. Pour l'institution, c'est bénéfique, car ça permet une réduction de la pression sur l'outil hospitalier. Et c'est bénéfique également en termes d'évitement de dépenses et pour la durabilité du système. Pour terminer, l'idée de la méthode simple, c'est de passer du micro, du cas particulier, à une approche méta beaucoup plus globale. Donc, l'approche micro, c'est au sein d'une unité comme une consultation ou un service, l'approche méso au niveau d'un hôpital et l'approche macro au niveau d'un système de santé. L'idée de la dimension méta, c'est d'essayer de trouver une méthode qui soit opérante au-delà de l'extrême hétérogénéité des situations que nous rencontrons. Je vais donc laisser la parole au Dr Arras pour nous présenter la méthode simple. Le Dr Arras travaille avec nous à la PAS depuis quelques années et c'est un grand honneur, une grande chance d'avoir cette qualité qui travaille avec nous. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Le but de l'université est de présenter la plupart des patients rencontrés
mettant en place, associé bien évidemment aux problèmes médicaux, nous a fait comprendre qu'une approche purement médico-technique était insuffisante. Il est nécessaire d'avoir une approche beaucoup plus globale qui tenait compte des spécificités du patient, du contexte de son environnement, pour pouvoir proposer une réponse adaptée, personnalisée au cas du patient. Je vais peut-être le répéter, mais c'est quand même important de le dire. Il y a effectivement des déterminants extramédicaux dans la prise de décision du patient. Et à l'instar des services oncologiques, j'avais mis en place le RCP, effectivement, du fait de ces déterminants extramédicaux, on a pu mettre en place des RCP MSE, médico-socio-éthiques, socio-éthique qui permettait effectivement d'associer le versant qui n'est pas simplement médical pur pour la prise en charge des patients. C'est donc au fil de ces réunions-là, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une méthodologie qui en ressort. C'est à partir de cette démarche de terrain qu'on a pu mettre en place la méthode simple. Alors, la méthode simple, l'objectif politique, c'est de pouvoir nous guider sans prétention, pouvoir nous guider dans la prise de décision face à des situations médicales, sociales, complexes, telles qu'on est habitué à les rencontrer en face, mais qu'on rencontre également hors face. C'est pas le monopole de face que d'avoir de la complexité, de la précarité en consultation. Alors, pourquoi cette méthodologie, pourquoi ce souci-là? Déjà, ça va de soi pour l'intérêt du patient, c'est sans plutôt évident, mais également pour l'intérêt du soignant. Alors, le soignant, effectivement, il a face à lui un patient avec certes son projet médical, mais également toutes les problématiques, type problème de logement, problème financier, domestique, compréhension de la maladie. Le soignant se trouve seul face à ce patient-là, mais souvent, en tout cas, pas mal de fois, pas en mesure de répondre à toutes les attentes du patient. Et on parlait de la charge mentale, effectivement, que représentait cette complexité. Le fait de pouvoir échanger, discuter et d'analyser de façon collective ces cas complexes permettait de diminuer cette charge mentale et donc contribuer à l'amélioration des conditions de travail, à l'intérêt du patient, l'intérêt du soignant et donc l'intérêt de l'institution et de la collectivité. Ça va tout, effectivement, on prend en charge les patients en ambulatoire avant de complexité s'aggrave. C'est de comprendre qu'on va éviter des hospitalisations, des dégradations pour le patient. Alors, de façon plus pratique, j'avais essayé d'écrire les points de méthode simple. Je vais vous faire détailler rapidement, si j'ai bien compris, les points de la méthode. Alors, S, d'abord pour systémique. Donc c'est le prérequis, c'est vraiment nécessaire, indispensable. S pour systémique. Donc ça consiste en une coordination multidimensionnelle qui permet de récolter le maximum d'informations, alors que ce sont des informations médicales, sociales, juridiques, voire même géopolitiques, pour pouvoir avoir une bonne connaissance du dossier et avoir toutes les cartes en main pour prendre une décision. Alors, effectivement, on a une image parindienne, les 6 aveugles. Donc, chaque aveugle, en palpant l'éléphant, pense s'imaginer l'objet ou l'animal. En fait, lorsqu'on n'a pas une vision d'ensemble, effectivement, on peut prendre la trompe pour un serpent, que pour une corde, et la question d'une vision globale, c'est un éléphant, c'est simple. Bon. Alors,
prémisse de la médecine personnalisée, mais en tout cas dans le sens où on l'entend en face, c'est quand même le début de médecine personnalisée. I pour immédiat, au plus tôt. Le dossier est pris en charge et moins la complexité s'accentue. Il ne faut pas laisser s'aggraver une situation, et donc ça requiert une certaine réactivité. J'expliquerai plus tard un petit peu la réactivité, c'est pas personne dépendant. Donc on a bien compris que plus nous étions en amont, et mieux c'était pour la prise en charge du dossier. M pour motivation. Alors la motivation, qu'est-ce que c'est C'est deux choses. La première, quelle est la motivation du patient, c'est-à-dire quelle est son attente, qu'est-ce qu'il attend de nous. Je prends réellement l'exemple, je crois que on a très bien parlé précédemment, de le patient quand on demande qu'est-ce que vous attendez avec un cancer métastatique, un échappement thérapeutique, il dit moi je veux guérir et voir mes enfants. Donc pourquoi c'est important d'avoir en tout cas l'attente du patient, c'est qu'il va falloir quand même apporter une réponse sincère au patient. On ne peut pas lui faire croire qu'on va tout régler et que ce sera mieux. Enfin, il faut vraiment comprendre ce que le patient pour pouvoir apporter une réponse adaptée. Ensuite, il est tout aussi important d'avoir la motivation du soignant. Pourquoi? Parce que ça permet d'évaluer la portée de la dimension émotionnelle et subjective du soignant face à une complexité. Et on se rend compte que plus la charge émotionnelle du dossier est importante, et moins on réfléchit, si je puis me permettre, moins nous sommes rationnels. Donc, c'est quand même très important de pouvoir jauger ça en tout cas, et de permettre, une fois ce problème identifié, de prendre de la distance vis-à-vis de cette dimension émotionnelle. P pour le professionnel. Donc ça va de soi, c'est une des clés de la méthode. On sait tous ensemble. Mais quand je dis pluriprofessionnel, ce n'est pas uniquement les professionnels médicaux. C'est tout autant les professionnels non médicaux. En pratique, dans les lectures, vous avez le médecin spécialiste référent du patient, le médecin de la base et un assistant socio-éducatif. Après, si le patient n'a pas de couverture sociale, il pourra envisager la présence d'un représentant d'administration, plus plateforme d'interprétariat si nécessaire. Voilà, et puis on peut dire représentant du culte. Donc, pas uniquement médical, parce que comme on le dit, il y a quand même des déterminants extra-médicaux. C'est important de voir des collègues qui sont dans leur champ de compétences, qui ne font pas de compétences. Très franchement, c'est un apport indispensable. Elle, pour logistique, alors lors du précédent colloque, j'avais eu une petite interpellée sur ce sujet-là. Je reste totalement convaincue, donc nous sommes tous, que l'unité de lieu est très importante. On ne peut pas imaginer avoir de souplesse, avoir de la réactivité en étant une passe de partir à l'extérieur de l'hôpital avec des interlocuteurs qui ne seraient pas à portée de main. Là, il faut vraiment imaginer une unité de lieu, puisque plus il y a une proximité entre les acteurs, plus on aura d'efficacité, plus on est rapide. Pour moi, ça ne se conçoit pas d'être géographiquement éloigné des différents interlocuteurs. C'est pas possible. Il faut imaginer, certes, une personne ressource, quelqu'un qui va pouvoir coordonner, ça peut être le médecin, comme ça peut être l'assistant social, autour de cette personne ressource qui va pouvoir organiser les choses pour quand même de la proximité. Et enfin, pour échange, il faut tout d'abord créer des conditions de confiance et de respect mutuel, déjà dans la relation médecin-malade, mais surtout dans la relation interprofessionnelle. Pourquoi? Parce que pour avoir un échange de qualité, il faut bien imaginer la nécessité d'avoir une horizontalité
et pas que le collègue non-médecin puisse se dire que sa parole n'a pas autant de poids qu'un médecin, et qu'il n'y ait donc pas une appréhension à la prise de parole et partage. Donc l'échange, c'est, je dirais, je dis tout est important, mais c'est ce qui nous permet concrètement de proposer à l'issue de cet échange-là une solution, un traitement, en ayant écouté tous les intervenants de façon, comment dirais-je, pas condescendante, vis-à-vis de nous médecins. Donc, la méthode simple, c'est des années de l'expérimentons, nous sommes convaincus de son efficacité et nous sommes persuadés qu'il est nécessaire d'institutionnaliser cette méthodologie. Bien sûr, elle a des limites. La première limite, effectivement, ça reste un modèle expérimental. Il faudrait, comme l'IRCP est quasiment indispensable pour la prise de décision en cancéro, il faudrait que la RCP-DSE, à travers la méthode simple, soit aussi une institution, en tout cas institutionnalisée et applicable en dehors des passes, j'ai dit bien en dehors des passes, parce que ça commence dans les passes, mais on se rend bien compte que ça peut s'appliquer dans d'autres structures. Je sais tout autant que je travaille surtout à l'heure. Mais on a cette situation complexe partout. Je vous remercie de votre écoute. Je me présente, Marion Pesquet, assistante sociale des patients. Je suis donc notamment en charge de l'analyse de la situation sociale des patients. La patiente Madame N est née au foyer, mariée, et elle a 2 enfants en Tunisie. Elle n'a pas de famille en France. Elle est arrivée en France le 29 décembre 2018 avec un visa touristique de 1 mois. De ce fait, il n'était pas possible de demander une aide médicale d'État au titre des soins urgents ou une aide médicale d'État au titre des 3 mois de présence en France, ou encore de demander un titre de séjour pour raison médicale, car celui-ci ne peut être sollicité qu'au bout d'un an de présence en France. Vérification faite, Madame N ne bénéficie pas non plus d'une couverture sociale tunisienne ou d'un contrat d'assurance tunisien susceptible de couvrir des soins prodigués en France. De plus, la situation financière de Madame N ne lui permettait ni de payer les soins coûteux et l'hospitalisation requises par sa lourde pathologie, ni de payer son hébergement en France, en l'absence de proches pouvant l'accueillir. Je donne à présent la parole à ma collègue Margot Atois, qui était à l'époque gestionnaire du Bureau des Relations Internationales de l'hôpital Saint-Louis, pour le complément d'analyse de la situation de ces patients. Bonjour, alors je me présente Madame Atois. J'étais gestionnaire au Bureau des Relations Internationales. Donc j'étais gestionnaire au Bureau des Relations Internationales, donc plus précisément le service financier. On ne va pas se mentir, le service le plus détesté par les médecins. Je pense que sur ce point-là, on est d'accord, surtout pour les situations complexes. Sauf que contrairement à ce que l'on peut penser, nous ne sommes pas là pour bloquer les soins, contredire les médecins, briser les rêves des patients ou mettre fin à la lueur d'espoir qui vont en nous. Non. On est là, si je peux me permettre, pour vous confronter à la réalité. Alors peut-être qu'auparavant, vous pouvez se permettre de fermer les yeux sur des situations financières incertaines, mais à l'heure actuelle, avec la crise financière de l'hôpital, ce n'est plus possible, malheureusement. Vous savez, nous avons un cœur également. Attendez, je tremble, excusez-moi. Donc nous avons un cœur également, mais il faut aussi tenir compte des réalités. Alors oui, en tant que médecin, vous avez le devoir de soigner, et en effet, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, et nous ne pouvons plus l'ignorer. Sauf que les médecins savent que l'admission est possible s'ils le veulent. Et donc je pense que les médecins, vous savez comment faire si on refuse l'admission. Le certificat d'urgence. Donc il permet d'éviter le blocage de l'hospitalisation au niveau de l'admission. Mais logiquement, si le certificat médical est prescrit, c'est que le médecin estimait que c'était une urgence vitale. Donc, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas parce qu'on a prescrit un certificat d'urgence que le patient ne va pas payer sa facture. Du coup, on
enlèvera uniquement la majoration qui est à hauteur de 15%. Donc à présent, je vais vous donner un exemple. J'ai déjà eu un médecin qui a hospitalisé une patiente pour des chimiothérapies, alors que maintenant, pour la plupart du temps, elles se font en hôpital de jour. Donc en tout cas, pour cette patiente, vous pouvez faire en ambulatoire. Donc le médecin me dit, je cite, si je fais sortir la patiente à cause de ses dettes, vous ne l'autoriserez plus à rentrer. Donc je rappelle, pour faire une addition, il faut d'abord avoir épuré ses anciennes dettes. Donc je tiens à dire que la dame en question nous a laissé une facture de 407 000 €. Alors oui, une partie a été prise en charge par l'AME, mais je tiens à préciser que l'AME n'est pas toujours automatique, contrairement à ce que l'on peut penser. On a parfois des reculs. Donc est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt de l'hôpital ou dans l'intérêt des patients de fonctionner ainsi? Nous ne sommes pas contre vous, encore une fois. Nous devons être en lien pour travailler efficacement et au mieux. Juste pour vous donner quelques chiffres peut-être plus parlants pour vous. Donc le salaire d'une infirmière coûte à peu près 50 000 €, charge comprise à l'hôpital. Donc un cas comme la dame en question, pour les 407 000 €, il peut permettre de financer 4 infirmières à temps plein pour une année entière. Donc je vais vous parler de la situation de Madame M. Du coup, nous avons été contactés le 2 janvier par mail par le docteur Georges. La PAS a organisé une RCP le 3 janvier en présence de la patiente. Donc plus nous rendrons disponibles au plus vite, plus nous lui montrons les pertes financières. Donc nous lui avons demandé si elle avait une assurance qui pourrait éventuellement prendre en charge ses soins en France. Alors oui, elle avait une assurance, mais qui couvrait la totalité de ses frais uniquement en Tunisie. Donc elle nous dit avoir payé 3 nuits d'hôtel et qu'il lui reste plus de 500 € sur elle. Voilà. Donc elle était sous visa, comme ma collègue l'a dit, jusqu'au 4 février. Donc elle ne peut malheureusement bénéficier d'aucune prise en charge jusqu'à la date du 4 février. Nous lui avons établi un devis pour 3 semaines d'hospitalisation qui s'élève à 51 000 €. Donc nous nous sommes retrouvés dans un cas financièrement impossible et médicalement difficile. Mais grâce à la méthode simple qu'on m'a fait appliquer dans ce cas, nous avons réussi à faire une proposition que le docteur Georges va vous exposer. Une proposition pour les meilleurs intérêts de la patiente, pour ne pas souffrir seule sans son entourage, pour lui permettre de rester auprès des siens et être accompagnée médicalement. Et pour terminer, je rappelle que chaque cas est un scénario différent et que pour chaque scénario différent, une réponse différente. Aucun cas ne se ressemble, aucune décision non plus. Merci à vous. Alors la fin de l'histoire, donc là, vous voyez d'emblée que cette situation ne peut pas la traiter que médicalement et que les dimensions extérieures impactent réellement le projet de soins. Donc ce qui a été proposé au terme de la RCP-MSE, c'était déjà de soulager la patiente avec une prescription adaptée d'antalgique et d'organiser très rapidement une consultation de soins palliatifs. Donc on était le 3 janvier, la consultation a eu lieu le 7 janvier. Donc la consultation faite par le docteur Mourmand préconise, donc alors déjà redit clairement les choses, que hélas dans cette situation, il n'y a pas de possibilité de guérison possible. Et c'est dit clairement à la patiente par l'unité de soins palliatifs. Il préconise une adaptation du traitement antalgique et il est proposé à la patiente un rapatriement sanitaire accompagné dans une dimension palliative et de faire une réévaluation 3 jours après à la Riboisière dans l'unité où travaille le docteur Mourmand. Donc on s'oriente vers un retour accompagné médicalement en Tunisie. Le docteur Mourmand se met en relation avec un collègue de soins palliatifs de Tunisie qu'il a rencontré lors d'une formation. Donc il explique qu'il aimerait qu'elle ait un suivi à Tunis par un médecin compétent en soins palliatifs. D'ici là, il prescrira les antalgiques et qu'il espère que le médecin renouvellera les traitements. Donc le 7 janvier, le collègue de Tunisie répond le jour même qu'il est d'accord pour prendre en charge la patiente. Comme il l'évoque, je prendrai bien soin de votre patiente tunisienne pour d'éventuels renouvellements de ces antalgiques prescrits par vos soins. Donc on s'oriente vers une proposition d'un retour accompagné en Tunisie pour la prise en charge palliative de cette situation assez dramatique en effet.
Alors le début du parcours, je l'ai évoqué là, l'arrivée en France, rapidement la sollicitation, la RCP MSA et la proposition de la consultation, nouvelle consultation le 10 janvier, mais la patiente ne s'est pas présentée ce jour-là. Nous la retrouvons 2 jours après aux urgences de Crémelin-Bicêtre, où elle va finalement, donc il semble qu'elle n'ait pas accepté la proposition, où son entourage est peut-être insisté pour avoir un autre avis, parce qu'évidemment elle n'attendait pas cette proposition-là en venant, et la patiente sera hospitalisée dans les Niportes, qui sont normalement des très courtes durées, de 2 jours environ, et elle va être hospitalisée pendant 1 mois et 1 semaine. Alors, nous avons joint les médecins du service, et en effet, elle ne souhaitait pas sortir, personne ne voulait la reprendre de son entourage, et il a fallu être très insistant pour obtenir sa sortie, de ce qu'ils nous ont expliqué. Donc, au terme de cette hospitalisation, la patiente s'est hélas retrouvée à la rue. Il faut imaginer avec son mélanome métastatique, ses douleurs, c'est vraiment terrible. Elle va donc se représenter dans un autre hôpital de la PHP, Ambroise Paré, le 1er mars de l'année 2019, et elle va être cette fois hospitalisée en dermatologie. Bon, désolé, ça passe, c'est le Mac à PC. Le traitement en question sera prescrit. Malgré cela, progression de la maladie, chimiothérapie, progression de la maladie, apparition de métastases cérébrales, dégradation progressive de l'état de santé, traitement ciblé par nivolumab, complications cardiaques de ce traitement, arrêt du traitement, chirurgie des métastases cérébrales en neurochirurgie, malgré cela, dégradation, radiothérapie, corticothérapie à forte dose, diabète cortico-induit, dégradation, confusion, hémiplégie. Hélas, la situation a mal évolué, c'était finalement tout à fait prévisible. Et au bout de 6 mois d'hospitalisation, la patiente fait le choix, avec malgré tout un état de confusion des cris et des difficultés de reconnaissance et une hémiplégie, fait le choix de repartir pour un rapatriement palliatif en Tunisie. C'est-à-dire que la décision qui est prise 6 mois après est la même que celle qui avait été envisagée par la réunion pluriprofessionnelle le 3 janvier. Au point de vue social, la patiente a obtenu l'AME le 2 janvier, et en ce qui concerne les dettes, on a retrouvé environ 51 000 € de dettes au Crémelin-Bicêtre et environ 43 000 € à Ambroise Paré, le reste étant pris en charge par l'AME. Mais 6 mois d'hospitalisation, on est probablement dans 200 ou 300 000 €. Voilà. Donc à ce stade, comme le disait le docteur Arras, on se retrouve dans une situation où il nous semble que l'échelon micro, c'est-à-dire le fonctionnement de la structure, de la méthode, de l'unité marche bien. Il nous apparaît qu'on est aussi en cohérence avec les préconisations à l'échelon macro, c'est-à-dire la stratégie de transformation du système de santé, le plan Ma Santé 2022 préconise le travail collaboratif, en équipe, le décloisonnement, les collectifs apprenants, etc. Mais en effet, ce qui coince encore, c'est le niveau, l'échelon de la méso, celui de l'institution. Et on voit bien, nous on a fait quelque chose à Saint-Louis, mais ça n'a pas été suivi dans une autre institution. Donc c'est ce qui nous amène à dire que maintenant il faut avancer et co-construire cette méthode en lien avec l'administration, les tutelles hospitalières. Et c'est donc pour cette raison qu'on remercie beaucoup Michel Foudria qui va pouvoir nous éclairer sur ce que nous, on a observé dans le concret, c'est-à-dire des beaux résultats, des limites, des difficultés qui font qu'on est peut-être au milieu du gué et qu'on espère que votre éclairage va nous aider à avancer. Merci beaucoup.